Well, I'm your king bee, buzzing around your hive. Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, Kinopod tout seul. Et aujourd'hui, en l'absence de mes ciné-buddies chers à mon cœur, une petite friandise, un petit amuse-bouche entre deux Kinopods avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff à peu près tous les 15 jours. N'oubliez pas de liker surtout et de souscrire sur la chaîne YouTube et partout où vous écoutez le podcast pour nous aider à continuer cette aventure cinéphilique en votre compagnie. J'ai failli dire cinéphalique. Ça commence très très fort avec un film qui commence aussi très fort et qui lâche pas. Un film qui rappelle, je ne dis toujours pas le titre, mais peut-être que mon fond d'écran va vous donner un indice, un vrai B-movie. Donc B-B-E, bien sûr, comme une abeille en anglais, qui rappelle les films d'action des années 80, 90, avec des gens comme Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, qui incorporent l'humour à l'action, et c'est ce qui a beaucoup plu à Kino Solo aujourd'hui, et pourquoi nous allons parler d'un film qui peut-être est pas tout à fait le genre de film dont nous parlons d'habitude, bien que nous n'avons aucune limite, aucune frontière dans Kinopod ou Kino Solo. Nous parlons simplement des films qui nous interpellent, soit parce qu'ils nous plaisent, soit parce qu'ils nous font rire, comme celui-ci. C'est un peu des deux aujourd'hui, comme vous allez voir. Ça nous ramène à la grande époque des cinéflops ou des cinébusters, où en compagnie de mes ciné-buddies, nous nous amusions à critiquer, ou en tous les cas à parler avec tendresse et humour, je l'espère, de certains films qui ont des qualités, des défauts aussi, et nous évoquerons les deux aujourd'hui, mais qui, au bout du compte, remplissent leur contrat, c'est-à-dire ils promettent quelque chose au départ, et à l'arrivée, on n'est pas déçu en termes de divertissement, comme je disais dans une émission précédente sur Minecraft, très peu regardé, aussi peu regardé que le film a eu du succès. Eh bien, il y a des jours où on a envie de fast-food et d'autres jours où on a envie de quelque chose de plus riche, en tous les cas en termes de goût, de plus complexe. Et bien cette fois-ci, on est en plein dans le fast-food, mais du bon fast-food, un bon cheeseburger, avec, comme je disais, un film d'action comme on en faisait dans le temps, et qui rajoute tout d'un coup un autre film formidable au palmarès de Jason Statham. Et oui, nous accueillons aujourd'hui Jason Statham dans l'émission, un acteur que nous aimons beaucoup, mais comme je ne suis pas très fan des Fast and Furious, n'étant pas très fan des poursuites de voitures, ni non plus des Expendables, j'ai peu parlé de lui. En fait, j'aime beaucoup l'acteur lui-même, plus que les films dans lesquels il est en général, sauf bien sûr certains films comme The Italian Job, où tout d'un coup il a à côté Bronson, puisqu'on va voir qu'il a modelé sa carrière d'après celle de Bronson, et qu'il il a le même sérieux, mais qui fait aussi parfois les mêmes mauvais films que pouvait faire Bronson. Et dans celui-là, il y a une certaine légèreté, et on sent qu'il s'amuse avec sa personnalité, avec son image, tout en gardant ce sérieux et tout en sachant exactement ce qu'il sait faire. De même que le film sait exactement où il est dans la chaîne alimentaire des films d'Hollywood, Jason Statham connaît parfaitement sa personnalité et sait exactement à la manière d'un Keanu Reeves ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et donc, il met l'emphase sur ses qualités, et les metteurs en scène aussi, en particulier aujourd'hui, David Ayer. Alors, David Ayer, un beau nom, qui nous emmène ailleurs avec une série de films formidables. Il a une très belle filmographie, et surtout, il a tout d'un coup une patte formidable, comme Guy Ritchie avec Jason Statham. Jason Statham n'est jamais meilleur, ou comme Schwarzenegger, entre les mains d'un Verhoeven ou d'un Cameron. Tous les acteurs du monde, et les Muscleman en particulier, ne sont jamais meilleurs qu'entre les mains d'un grand metteur en scène. Ce qui est le cas de David Ayer, qui a eu des malheurs, qui a eu des problèmes, ça rime, à Hollywood, et qui n'a pas toujours rencontré le succès, et qui ces jours-ci, en fait, on va parler un peu de sa filmo, en fait. Bon, voilà, on va commencer depuis le début. Il a beaucoup de famille qui est dans l'armée et dans la police, comme il est lui-même, donc il s'est illustré avec des films de policiers et des films d'armée en particulier, des films où il parle des Mean Streets de Los Angeles qu'il connaît bien, avec End of Watch, qui était un film fait en
found footage où Jake Gyllenhaal et Michael Peña se filmaient eux-mêmes, c'était des flics dans les rues de Los Angeles avec des gangs, etc. Ça rappelait un peu l'excellente série The Shield avec le merveilleux Walton Goggins. Kino Solo est ravi de voir qu'avec White Lotus, Walton Goggins, après tant d'années, est enfin devenu une star, une star grand public, tout public. Donc c'est formidable. Mais tout ça pour dire que David Ayer donc gravit les échelons d'Hollywood à la dure en faisant film après film. Il fait donc son film aussi de guerre qui est Fury, qui est formidable avec Brad Pitt, avec Shia LaBeouf qui ne s'est pas lavé pendant tout le tournage et tout le monde le détestait. Mais c'est bien fait pour Brad Pitt qui lui-même ne se lavait pas beaucoup, ou en tous les cas Tom Cruise était plein de l'hygiène de Brad Pitt sur Interview with a Vampire, l'entretien avec un vampire. Donc peut-être que Shia LaBeouf punissait Brad Pitt plusieurs années plus tard. Non, je ne crois pas. C'était surtout le côté méthode extrême d'un Shia LaBeouf. Et donc David Ayer s'illustre avec ses films très personnels et se présente un petit peu comme une espèce de Sam Peckinpah moderne, si on veut. Et bien sûr, pour continuer à jouer dans la cour d'Hollywood, il faut faire des films blockbusters, des films tout public, des films pour les adolescents, des films de super-héros à l'époque où il fait The Suicide Squad. Alors The Suicide Squad, avec un postulat de départ proche des 12 salopards, ne remplit pas, lui, son contrat à l'arrivée, parce que David d'ailleurs a souffert de trop de cuisiniers dans la cuisine, trop de chefs dans la cuisine, comme on dit en anglais, et tout d'un coup a vu plein de gens mettre les mains dans le capot et dans la soupe, et ça a ruiné son brouet. Et tout d'un coup, il a eu un Suicide Squad qui en fait a été remonté par les gens qui avaient fait la bande-annonce. Le studio n'avait pas aimé la version de David Ayer qui était plus sombre, qui donnait plus de choses à faire, j'imagine, je l'espère en tous les cas, à Jared Leto en Joker. Il m'a fallu combien 5 minutes avant de parler du Joker cette fois-ci. Mais toujours est-il que tout ça est très frustrant parce qu'à l'arrivée, il y a un film qui est monté par des gens qui font des bandes annonces et ça ressemble à une longue bande annonce de 2 heures, 2 heures et quart, ce qui est insupportable avec donc un David Ayer qui est furieux et qui depuis sur Twitter ou sur X se manifeste énormément en disant à la manière d'un Zack Snyder avec son Justice League, release the Ayer cut, sortez la version Ayer où tout d'un coup il permettrait d'avoir à son Joker, à Jared Leto, d'avoir une véritable histoire d'amour avec Margot Robbie en Harley Quinn, et puis de laisser le temps au caractère de se développer, de ne pas être une suite de vidéoclips et de needle drop, où tout d'un coup on entend une chanson pop que les gens aiment, et on a des images extrêmement cut, et beaucoup trop cut, et qui donnent effectivement l'impression d'un teaser beaucoup plus que d'un film. Donc il est très déçu, il est très frustré par son expérience, il traverse un peu le désert, il fait, je crois, Bright, avec Will Smith une fois de plus, pour Netflix, qui ne rencontre pas le succès qu'il espère non plus, peut-être parce que c'est pas terrible. Et enfin, là, tout d'un coup, il fait une espèce de comeback avec The Beekeeper, puisque le film est très bien filmé, il fait les scènes d'action, il amène quelque chose en plus au film que d'habitude les simples films que faisait Statham parfois, qui sont plus en mode film d'action générique. Mais voilà, là, cette fois-ci, David Ayer met sa patte et s'amuse et revient un petit peu parce que on a déjà annoncé Beekeeper 2, la suite. Mais en fait, donc, on est toujours en bordure de parodie avec Beekeeper et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec le film et c'est pour cette raison que je lui consacre aujourd'hui une émission. C'est qu'effectivement, les comédies ont plus ou moins disparu du cinéma américain et aujourd'hui, elles se sont déplacées des films d'horreur, dans les films de super-héros, partout. Et là, on voit dans les films d'action, bon, c'était déjà présent dans les films de Schwarzenegger dont je parlais précédemment, ou les films de Stallone, où il y a toujours cette pointe d'humour. J'allais dire Van Damme, qui lui aussi a de l'humour, mais c'était d'une façon différente. Mais Statham, lui, ne va jamais véritablement preuve d'humour. Il avait ce côté Bronson, il a modelé. Alors autant des gens comme Vin Diesel ou The Rock ont plutôt modelé leur carrière sur des gens comme Stallone ou Schwarzenegger, autant Statham a eu l'intelligence de se démarquer de ces gens-là tout en étant un athlète lui-même. Il est ceinture noire de plusieurs arts martiaux. Il a été plongeur olympique, je crois. Il doit avoir une médaille de bronze. En tous les cas, il a été et il est toujours un athlète de haut niveau. Et donc, ça donne cette présence physique extraordinaire. Et il a modelé donc sa carrière, comme je disais, sur un Bronson avec ce même côté monolithique, ce même côté très peu de répliques
et on rigole pas, et on défouraille, on tue à tout va. Alors, ce film-là, The Beekeeper, a l'intelligence d'emprunter beaucoup de choses à John Wick. Ils ont vu que cette grammaire, justement, d'une société secrète marchait très très bien. Et ce côté revenge movie, ces films de vengeance. Alors, cette fois-ci, au lieu de venger son chien comme dans John Wick, l'apiculteur, on va voir que son nom est prononcé un grand nombre de fois dans le film. J'ai un petit super cut pour vous à cet effet dans quelques instants. Eh bien, l'apiculteur part en croisade, en vengeance comme ça, mais le film est une parodie, est en auto-parodie permanente, puisque on dit, bah, je vais vous le faire écouter tout de suite, on dit peut-être 150 fois le mot apiculteur, comme vous allez le voir tout de suite. Attachez vos ceintures. Beekeeper. Disturb the beekeeper. Oh, okay. So fucking what? What do I care if the guy keeps bees? If a beekeeper says you're gonna die, you're gonna die. You're a beekeeper? I'm a beekeeper. Beekeeper? Current active beekeeper. The current active beekeeper. Beekeeping for beekeepers. Beekeeper. 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 Beekeepers. Not bees inside. C'est pas fini. Beekeepers. Beekeeper. It's what beekeepers do. That beekeeper? Beekeepers. Some fucking beekeepers. Beekeeper. It's just a beekeeper. Yes, not that beekeepers exist, but Mr. Clay does keep honeybees. This is my fucking beekeeper. Beekeeper. Gone far enough. Prove your points. Voilà les Beekeepers, donc 150 fois, autant de fois que le mot phoque dans les films de Scorsese ou de De Palma. Et la grande originalité du film et le grand humour du film, c'est comme je disais, de ne pas se prendre au sérieux et d'être presque une parodie des films d'action, puisque cette fois-ci, au lieu de sauver le monde de terroristes ou de menaces nucléaires, le problème c'est qu'une vieille dame au début du film qui a recueilli Jason Statham chez elle, et ceci fera office de pitch, le fameux pitch, comme si vous étiez un grand producteur belge une fois dans un ascenseur entre deux étages, eh bien, c'est une vieille dame, tout d'un coup, est scammée par des gens sur l'internet, ce qu'on appelle un phishing en anglais, où tout d'un coup, une bande de voyous vous vole, de cyber voyous vous volent toutes vos données informatiques. Et là, tout d'un coup, on est dans un centre informatique qui ressemble à une boîte de nuit, ça c'est les meilleures scènes du film, où un type genre Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street se met à scammer une vieille dame qui est jouée par Felicia Rashad, qui est la merveilleuse actrice qui avait déjà échappé à un prédateur, qui est Bill Cosby. Dans le Cosby Show, elle faisait la femme de Bill Cosby. Et donc là, cette fois-ci, malheureusement, elle n'échappe pas à cet acteur formidable qui s'appelle David Witz et qui est aussi bon que DiCaprio dans Le Loup de Wall Street et qui joue un de ces tech bros, comme on dit en anglais, qui sont ces gens qui essayent de vous vendre des bitcoins, des cryptocurrencies. Et ça, c'est très amusant parce que tout d'un coup, on a Charles Bronson, ou Jason Statham, donc, comme je le disais précédemment, qui part contre Zuckerberg, qui part contre ces tech bros et qui n'en ont rien à faire de la vie humaine, puisque en début de film, il pousse cette vieille dame, Felicia Rashad, qui, après l'avoir escroquée, il la pousse au suicide, puisqu'elle a perdu tout son argent sur Internet et ses données ont été piratées. Donc ça, c'est le début du film. Et en fait, ça devrait être une annonce de service public qu'on devrait passer dans les maisons de retraite, parce qu'effectivement, c'est dangereux de se servir de l'Internet après 70 ans. Et ce film le prouve. Et tout d'un coup, cet apiculteur, dont on prononce, comme vous l'avez vu, le nom 150 fois dans l'émission, pas dans le film, pardon, et dans l'émission, et donc part en vengeance contre ces scammers. Et ça, c'est très drôle parce que il a une idée fixe et il a la même violence que Statham dans tous ses autres films, mais contre ces gens, je sais pas, des gens comme Jake Doherty, qui sont ces streamers IRL, comme on dit sur YouTube, et qui sont là, qui sont des agents du chaos et qui sont là uniquement pour disrupter la vie des gens et avoir des clics et un maximum de followers et de donations. Donc c'est très intéressant parce que tout d'un coup, Statham fait tout péter et le film sait qu'il est une comédie parce que tout le monde est parodique. Que ce soit cette organisation secrète qui est encore plus ridicule que celle de John Wick, puisqu'on ne comprend rien à ces apiculteurs qui font peur à tout le monde, alors que c'est censé tout d'un coup être un seul type qui est chargé de
Protect the hive. Protéger la ruche. On ne sait pas très bien ce que c'est que la ruche. Et en fait, ils savent très bien que toutes ces règles sont ridicules. Et c'est pour ça qu'ils ne s'embêtent pas une seule seconde à les expliquer. Et ça, c'est peut-être parce qu'on a au scénario quelqu'un qui s'appelle Kurt Wimmer, qui avait fait les Expendables, qui avait fait plein de films avant, même l'affaire Thomas Crown de John McTiernan, et qui est un vieux renard d'Hollywood, et qui d'un coup sait, sait très très bien sa grammaire de films d'action, et fait un petit peu la même chose qu'un Commando, ces films de Schwarzenegger, ou qu'un Cobra tout d'un coup, où on s'amuse autant qu'on s'indigne, parce que en fait le scénario est extrêmement léger, et il n'y a absolument aucun arc à aucun des personnages. En particulier, mes deux préférés, qui sont les méchants du film, comme on dit toujours, meilleur est le méchant, meilleur est le film, qui sont Jeremy Irons, qui est absolument extraordinaire. Alors Jeremy Irons mérite tous les millions de dollars ou centaines de milliers de dollars qu'il a gagnés pour ce film, parce il fait passer des paquets d'expositions entiers avec une aisance extraordinaire, et surtout, comme ailleurs, il sait exactement dans quel film il sait exactement quand il doit monter à 11 au cagomètre, et exactement l'intensité de performance qu'il doit donner. Et tout d'un coup, il est absolument exceptionnel et vole toutes les scènes dans lesquelles il est. Il se complète magnifiquement avec Statham, et il est formidable face à son fils, l'autre acteur exceptionnel du film, qui s'appelle Josh Hutcherson. C'est un acteur qu'on avait découvert dans les Hunger Games, et qui avait eu un succès il n'y a pas longtemps dans Five Nights at Freddy's, je crois, et qui est formidable là, parce qu'il joue une espèce de d'horrible fils de politicien. Et c'est un mélange effectivement de tous ces maîtres du monde, comme Elon Musk, ou comme, mais en version teenager presque. Et il est horrible dans sa façon de s'exprimer, dans ses intentions, et dans la façon de nuire aux gens. Donc, heureusement, l'apiculteur est derrière lui, The Beekeeper. Donc, Statham produit depuis un petit moment. Sa maison de production s'appelle Punch Palace Production, ce qui est un bon nom. C'est le palace du punch. Et il continue donc une carrière exceptionnelle dans le cinéma. Il a aussi les Meg. Le premier Meg était pas mal, le deuxième était beaucoup moins bon, mais il sait s'attacher à des franchises comme Fast and Furious, et perdurer à travers un cinéma qui se cherche de plus en plus. Ce qui est extraordinaire, c'est un autre truc qui se cherche beaucoup, c'est son accent. C'est que aussi bien Jeremy Irons que lui sont censés être un ancien patron de la CIA, et lui, le premier apiculteur américain chargé de protéger la ruche hour, comme on dit en anglais. Mais en fait, c'est deux Anglais. Et tout d'un coup, on a comme toujours, un Jason Statham qui essaye ou comme un Gérard Butler aussi, qui essaie de faire un accent américain, alors que maintenant, là, il sonne presque cockney. Il n'y a plus aucun effort, et tout d'un coup, c'est Oi, I'm Adam Clay, in it? En plus, il s'appelle Adam Clay. Ils ont toujours des noms américains extraordinaires, alors que ce soit Van Damme, Schwarzenegger ou Statham, ils viennent évidemment d'Europe. Mais personne ne s'en rend compte à travers le film. Donc ces jours-ci, David Ayer a fait un deuxième film avec notre ami Statham. Malheureusement, ça n'est pas un autre film d'abeilles, mais c'est un film qui s'appelle Working Man, où cette fois-ci Jason Statham s'occupe de chantier, donc, et il a un énorme marteau sur l'affiche. Donc rendez-vous peut-être pour un Kino Solo futur. En attendant, bien évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine, ou plutôt tous les 15 jours, parce que c'est beaucoup de travail, et je lui tire une fois de plus mon chapeau à mon ami Roman Lenov, qui fait des magnifiques vidéos pour nous tous, car chaque semaine je suis comme les abracadamis devant mon poste, ou en tous les cas tous les 15 jours, comme je disais, en attente d'une nouvelle vidéo de l'ami Lenov des héros. Voilà, et bien ceci achève notre Kino Solo. On se retrouve dans quelques jours pour un Kino Pod avec mes amis, et un Kino Bond avec mes Ciné Buddies. En attendant, merci, et n'oubliez pas surtout, a buzz buzz, a buzz buzz, a buzz buzz.